On est au cœur de ville à deux parties. Il y a la partie place Cabrien et on a relié cette place avec la place de l'église. Donc, ce centre-bourg, je vais répondre aux interrogations qui sont les vôtres. Que va-t-elle devenir? Que va-t-on en faire? Comme je vous dis, c'est vous les Ianais qui possédez la clé du succès de cette place. Messieurs, bonsoir. Vous l'avez compris, je suis l'architecte. Vous m'excuserez mon petit papier parce que je suis plus habitué au crayon qu'au discours. Mais rassurez-vous, je ne dirai que quelques mots. En 2012, la mairie nous a confié le projet de la requalification de la place Émile Cabrier. Nous avons conçu un espace qui a pour ambition de créer du lien, un lieu de rencontre où il fait bon vivre. L'objectif étant que chaque génération puisse y cohabiter et y trouver sa place. On y trouvera des espaces pour flâner, des lieux de rencontre, pour les associations, des locaux commerciaux pour dynamiser le centre-ville. Et enfin, la halle en point de convergence permettra avec le reste de la place d'accueillir une extension du marché hebdomadaire. Ce projet a mis de nombreuses années à sortir, car nous avons dû procéder à des fouilles archéologiques, M. le maire en a parlé, sur le sol comme sur le bâti, avant les démolitions. Nous y trouverons donc également un peu de culture, grâce à la mise en valeur du patrimoine architectural historique. En effet, les fouilles archéologiques ont révélé le rempart d'enceinte de la commune, qui a été restauré avec brio par les entreprises locales. Nous n'avions même pas connaissance de la présence de ce rempart quand on a attaqué le projet. Les premiers dessins n'en faisaient pas part. Les maisons étaient construites de part en part. C'était vraiment, je dirais, une anecdote, enfin plus qu'une anecdote, parce que c'est une révélation sur ce projet. Les fouilles archéologiques ont aussi révélé une maison construite en terre, monsieur le maire en a parlé, datant du XIe siècle. Je ne sais pas si vous imaginez, R+2, donc rez-de-chaussée plus 2 étages, tout en terre, et c'est toujours là. Cette maison sera révélée au public dans quelques mois. Au-delà des idées et des concepts élaborés par les architectes, un lieu ne vit que par l'usage que l'on en fait. C'est donc à vous, les Lézignanaises et les Lézignanais, de vous approprier cet espace, de le respecter afin qu'il reste de qualité malgré les années. J'espère sincèrement que chacun d'entre vous pourra y trouver sa place. Je m'exprime au nom d'André Viola, le président du conseil départemental de l'Aude, et de Jules Escarré, conseil départemental du Lézignanais. Et j'associe également à mes propos le conseil régional présidé par Carole Delga. Mais je dois vous avouer que c'est aussi l'habitante de ce cœur de ville qui s'exprime. Nous vivons un moment important de la vie de la cité. Faire naître une place au cœur du quartier originel de la ville est un symbole. C'est un lieu de vie, de rencontre, de partage, de dynamique économique et sociale. Un lieu où s'expriment les accents, les débats, où se véhicule la parole. C'est comme faire repartir les battements d'un cœur et, j'ose le dire, retrouver l'âme et l'esprit d'une cité.
La place Émile Cabrier, que nous inaugurons aujourd'hui, est née d'une longue histoire commencée il y a 1171 ans. Il était une fois un relais routier situé sur le site d'Osuerbas, aujourd'hui château de Gaujac, placé sur la Via Aquitania, reliant la Narbonnaise à Toulouse et Bordeaux. Après sa destruction au cours des invasions barbares, lui succède une riche villa gallo-romaine, construite par un certain Licinius, appartenant à une illustre famille romaine qui lui donnera le nom de Licinianum. Au début du VIe siècle, les Wisigoths sont maîtres d'un immense territoire, dont la Septimanie, avec à leur tête le roi Alaric II. Le site de l'occupation wisigothe, situé sur l'emplacement actuel des écoles Frédéric Mistral et Françoise Dolto, sous le nom de Liciniano, s'organise autour d'une église de culte arien dédiée à Saint-Nazaire. Elle sera rasée en 1905 en application de la loi concernant la séparation des églises et de l'État. À la fin du 8e siècle, les Espagnols fuient la Catalogne occupée par les Sarrasins pour venir chercher une existence plus sûre en Septimanie qui vient d'être libérée mais complètement dévastée et ruinée. La restauration est entreprise par les Carolingiens pour installer leur mazade. À partir du 9e siècle, le peuplement carolingien est celui qui a véritablement donné naissance aux Lézignans que nous connaissons. Mais un événement important va bouleverser la situation géographique de Liciniano. Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Charles, roi par la grâce de Dieu, nous concédons à nos fidèles, Alphonse et ses neveux Gomezin et Durand, en toute propriété, certaines parties de notre domaine situées dans le territoire de Narbonne, dans les lieux qui sont appelés Liciniano, avec possession entière de tout ce qu'elle renferme. Et pour que ce témoignage de notre libéralité et concession demeure inviolable, nous l'avons signé de notre propre main et avons ordonné de le sceller de notre anneau. Ainsi s'exprimait dans un nouveau diplôme, signé le 27 mai 847, Charles II, dit Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne. Mais Gomezin des Durand ne s'installe pas sur le site ruiné de la villa wisigothe et préfère un dos de terrain pour y édifier leur mazade carolingienne. Au sud de ce dos de terrain coulent deux recs principaux qui étaient alors des torrents issus des hauteurs de Krabit qui seront déviés et aménagés au fil des siècles. Le rec de la Fumade et le rec de Bénéja, confluant pour rejoindre la Joure. Au nord est une zone marécageuse, Cantarane et Granouillac, site de l'ancien abattoir et de ses entours. La mazade carolingienne est donc protégée. Gomezin des Durand édifient leur maison et une église, dédiée à Saint Félix, un saint de leur Catalogne natale. Désormais commence l'histoire du bourg du Lézignan médiéval et féodal. Le château de Lézignan existe déjà en 1118. Il est édifié sur le site de l'actuelle place Henri Dunant, place du Château et Jean-Jacques Rousseau autrefois, adossé au fossé ceinturant le bourg. Les bâtiments s'y ordonnent autour d'une cour intérieure où se trouvaient 5 maisons. Une rue, partant du chevet de l'église, se dirigeant vers l'est, la rue du Château, qui contourne désormais une partie de la place Cabrier au nord de celle-ci, permet d'y accéder. Plusieurs tours, aujourd'hui disparues, en assurent la surveillance et la défense. À l'appel d'Innocent III, des seigneurs, bourgeois et paysans, venus du nord, affluent de tout le royaume de France en Languedoc pour lutter contre l'hérésie cathare. Après le massacre de Béziers, le 22 juillet 1209, les troupes du Nord se dirigent sur Narbonne. Notables et seigneurs du Narbonnais, dont le seigneur de Lézignan, Pierre de Dure,
vont au-devant des croisés et font leur soumission. Ils livrent ainsi, sans restriction, les châteaux et villages du Narbonnais et du Lézignanais aux croisés. Le seigneur de Lézignan ouvrira ses portes sans résistance. À la faveur de la crise cathare de 1209 à 1224, Simon IV de Montfort, reconnu chef militaire de la croisade, et après lui son fils, Amaury de Montfort, occupe le château de Lézignan, situé à proximité de notre place Cabriès. En 1226, le château de Lézignan est inféodé. Guy Ier de Montfort, frère cadet de Simon de Montfort, devient le vrai premier seigneur de Lézignan. Plus tard, le roi Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, crée la châtellenie lézignanaise, dépendant de la seigneurie de Castres, sous la suzeraineté directe du roi. Elle deviendra baronnie en 1356, et ce jusqu'à la Révolution. En octobre 1355, le prince noir, prince de Galles, fils du roi d'Angleterre Édouard III, débarque à Bordeaux. Après avoir traversé l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées, d'ouest en est, pillant villes et villages se trouvant sur son passage, incendiant les églises et massacrant les populations, les troupes du prince noir tentent en vain une attaque contre les remparts de Carcassonne. Dépité par cet échec, il traverse la rivière Aude au gué de Castelnau et passe la nuit à Céram. En partant, il détruit et incendie les maisons. Le prince noir atteint le bourg de Lézignan appartenant à dame Alix de Bretagne, épouse de Jean de Vendôme, alors seigneur de Lézignan, qui est de sa connaissance. Madame, au nom de l'amitié qui nous lie, j'épargnerai vos biens et vos gens. Je passerai la nuit dans votre château et poursuivrai ma route dès demain matin. Les habitants seront épargnés dans leurs biens et leurs personnes. Notre bonne ville doit donc son salut à Alix de Bretagne, amie du prince noir. Après cette chevauchée, obligation est faite au bourg de prévoir un système de protection contre les incursions des routiers. Le bourg de Lézignan s'entoure alors de remparts. On retrouve quelques vestiges de ces murailles. Place Cabriès, un mur la séparant de la rue Baudin. Une meurtrière dans la cour du 29 impasse Cabriès, dont le sol a été visiblement très exhaussé. Maison Gibert, un pan de mur de la cour. Le mur de la salle d'accueil et d'exposition. 2 portes permettent de surveiller les entrées et sorties. Au nord, la porte Saint-Félix, ou porte des Airs, à proximité de l'église, que l'on situe aujourd'hui rue Saint-Just. Au sud, en bordure de la grande route nommée Chemin Français, la porte d'Almazel donnant au marché, rue Pablo Neruda. À l'extérieur, le rec de la Fumade avait établi son lit dans le fossé se trouvant entre les murs d'Escarpe, grande muraille, et de Contrescarpe, petite muraille. Il servait d'égout collecteur. Au cours d'une longue période de près de 300 ans, s'étalant de 1258 à 1519, le château de Lézignan sera occupé successivement par les seigneurs de différentes maisons féodales. La maison de Montfort. La maison de Vendôme. La maison de Bourbon. La maison d'Armagnac, avec Bernard VIII d'Armagnac et Jacques d'Armagnac, duc de Nemours. La fin du Moyen-Âge est marquée par la présence à la tête de la baronnie de Jacques II de Bourbon-la-Marche, fils de Jean Ier de Bourbon. Jacques II de Bourbon fait la connaissance de la future sainte Colette de Corbie,
fondatrice de l'ordre des Clarisses qui aura une grande influence sur lui. Il fonde un monastère à Lézignan, édifié sur un terrain situé à l'ouest de l'église Saint-Félix. Sans attendre les autorisations nécessaires, il fait commencer les travaux de construction. Une église dédiée à Sainte Anne est orientée comme Saint-Félix. On pouvait apercevoir, il y a quelques années encore, le clocher de cette chapelle, dominant la partie haute de l'actuelle place du 8 mai. Le monastère est solennellement consacré le 20 mai 1431, en présence de la future Sainte Colette. Bonne d'Armagnac, fille de Bernard VIII d'Armagnac et la petite-fille de Jacques II de Bourbon-la-Marche. Venue de Carlin, dans le Cantal, elle rejoint Lézignan avec une noble escorte et entre au monastère des Clarisses, fondé par son grand-père quelques années auparavant. Elle y décède, en odeur de sainteté, le 4 janvier 1462. Bonne d'Armagnac sera canonisée par le peuple et devient bienheureuse Bonne d'Armagnac, la sainte de Lézignan. Quelques années plus tard, le roi Louis XI met en tutelle la baronnie de Lézignan qu'il attribue dès 1476 à Beaufil de Juge, chambellan du roi et vice-roi du Roussillon. Le 22 septembre 1494, Beaufil de Juge fait donation de la baronnie de Lézignan en faveur de son beau-frère, Alain d'Albret, et ses héritiers. À la mort de ce dernier, en 1515, Marie de Juge, sa nièce, lui succède. En 1519, le Parlement de Paris intègre la baronnie de Lézignan dans les possessions directes du roi de France. Lézignan devient ville royale. Les armoiries officielles de Lézignan figurent cette possession par 3 fleurs de lys d'or sur champ d'azur. Quelques mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, Lézignan est la victime stratégique du conflit qui oppose les 2 grandes maisons féodales du Midi languedocien. La maison de Montmorency, solidement appuyée sur Montpellier et Béziers, et la maison de Joyeuse, qui tient Carcassonne et Toulouse. Henri Ier de Montmorency, comte de Danville, désavoué par le roi Henri III, s'appuie sur ses confédérés et s'oppose au vicomte de Joyeuse, lieutenant-gouverneur, qui compte sur les catholiques. Lézignan est assiégé par les troupes de Danville en mai 1576. Le capitaine Mazamet, aux ordres de Danville, décide de s'emparer par surprise du château de Lézignan. À l'issue des matines, en passant par les toits, il envahit le monastère des Clarisses, contigu à l'église Saint-Félix, et réduit les religieuses à merci. Mises à nu, elles réussissent cependant à sauver leur honneur contre la rançon de 20 écus par personne. Mais elles sont jetées à la rue et le monastère livré au pillage. Elles se réfugient à Narbonne. À leur retour à Lézignan, elles trouveront une ville dévastée qui a perdu le tiers de sa population. Peu à peu, le monastère passera de la misère à la richesse. Les Clarisses prêteront de l'argent au bourg de Lézignan. La paix de Beaulieu clôt la 5e guerre de religion et met un terme provisoire à ces alarmes et angoisses. Les troupes du capitaine Mazamet évacuent Lézignan. Pendant plus de 15 ans, les Lézignanais vont vivre une période d'insécurité. Les 2 partis, celui de Montmorency et celui des Joyeuses, catholiques intransigeants, s'opposent toujours. Lézignan, avec ses remparts, fait figure de place forte défendant les abords de Narbonne. Heureusement, rien ne se passe. À la fin de l'année 1593, Lézignan vit toujours dans l'appréhension d'une attaque. La tension monte de jour en jour. La crainte s'amplifie pour les Lézignanais. Aucune attaque ne se produira. Pour assurer leur sécurité et rentrer leur récolte, les Lézignanais ne durent compter que sur eux-mêmes. La paix entre les Montmorency et les Joyeuses s'établit en mars 1596.
Lézignan peut enfin réoccuper ses métairies rurales, construire des maisons hors de l'enceinte, le long de la route. La construction de notre église Saint-Félix, de style gothique méridional, a commencé au IXe siècle par une église carolingienne avec son mur-clocher, dont on peut distinguer aujourd'hui encore des vestiges dans l'extrémité de la rue Lamennais. Elle sera transformée ensuite en église romane qui se trouvait à l'intérieur de l'église gothique actuelle. Sa construction se poursuivra jusqu'au XVIe siècle par l'édification de l'abside, des 4 chapelles latérales et du clocher-donjon. Le château de Lézignan a vu se dérouler dans ses murs de significatifs épisodes de l'histoire locale. Outre ceux déjà évoqués lors de l'épopée cathare ou pendant la 5e guerre de religion, on peut citer la visite d'illustres personnages de notre histoire de France qui ont, sans aucun doute, parcouru les rues de notre bourg. Catherine de Médicis, qui entreprend un voyage en Languedoc. Le 11 janvier 1565, le cortège royal, venant de Narbonne, arrive aux portes de Lézignan, où il est accueilli par Jacques de Verzeille, alors seigneur de Lézignan. Elle est accompagnée du jeune roi Charles IX et des futurs rois, François II, Henri III, Henri de Navarre, futur Henri IV, et sa future épouse, la reine Margot. Dans l'escorte se trouve également le poète officiel de la cour, Ronsard. Un siècle plus tard, le roi Louis XIII et sa suite, venant de Toulouse et se dirigeant vers Montpellier, s'arrêtent au château de Lézignan, où il passera la nuit du 16 au 17 juillet 1622. Sa troupe, forte des célèbres mousquetaires du roi, qui ont fait rêver bon nombre d'entre nous, résidera au logis de la Pomme, aujourd'hui l'hôtel du Luxembourg. À la fin du XVIIe siècle, le bourg de Lézignan est toujours enserré de murailles féodales du XIVe siècle. Au cours des siècles, le château de Lézignan avait perdu son caractère noble et monumental. Depuis 1632, il avait été déclassé à la suite des événements liés à la révolte de Montmorency. Le château n'était plus qu'un ensemble de maisons alignées autour d'une cour centrale et ne présentant plus aucun caractère seigneurial. Désormais, le château n'est ni royal ni seigneurial. Le baron de Lézignan ne possède plus le château. Sa résidence est établie dans le quartier Villeneuve, actuelle impasse Le Dru-Rollin. Les Lézignanais d'alors considèrent que les remparts et les fossés enserrant le bourg ont perdu leur caractère défensif et sont un corset plus gênant qu'utile. Ils vont les utiliser à des fins pacifiques afin de pouvoir les supprimer. 2 nouvelles portes sont ouvertes. À l'est, le Portal Nao, appelé Porte de la Buade, actuelle rue Eugène Pérus, qui donnait alors naissance à la rue du Château, et menait à notre place Cabrier depuis le boulevard Châteaudun. À l'ouest, la porte Villeneuve au départ de la rue Berthelot. Commence alors l'extension de Lézignan à l'extérieur de l'enceinte. Quatre faubourgs, ou barris, assurent l'entrée ou la sortie du bourg. Le faubourg, à la porte d'Almazel, aujourd'hui place Salvador Allende. Le barry de Villeneuve, à la porte de Villeneuve, actuel boulevard Marx Dormois. Barry d'Hyères, à la porte Saint-Félix, actuel boulevard Gabriel Péry. Le barry de la Buade, à la porte de la Buade, aujourd'hui boulevard Châteaudun. Le vieux bourg au cœur duquel est située notre place Émile-Cabrier est enserré par l'ancien chemin dit de la Cave qui faisait extérieurement le tour complet du bourg. Il deviendra le boulevard Châteaudun en 1876, rebaptisé plus tard boulevard Châteaudun,
boulevard Gabriel Péri, boulevard Marx d'Ormois, cours de la République, cours La Pérouse. C'est dans ce vieux bourg aux rues étroites que l'on trouve le commerce artisanal. La population s'entasse dans de vieilles maisons sommairement restaurées, entourées de quelques rues anciennes, disparues ou rebaptisées. La rue des Entremurs, rue Baudin. La rue des Arts, rue Lamartine. La rue de l'Union, rue du Romarin, menant à la place Cabrier. La rue du Commerce, rue du 24 février. La rue du Théâtre, rue Molière, qui desservait le théâtre de Lézignan, arrière du cinéma Le Palace. La rue Ledru-Rollin et son impasse, pour n'en citer que quelques-unes. Dans les siècles passés, notre bourg était divisé en quartiers marqués encore par quelques plaques. Quartier de l'église, quartier du château. Charles-Louis-Auguste Fouquet, maréchal de France, prince de l'Empire qui est à l'origine du château de Belle-Île, petit-fils du célèbre surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet, devient seigneur et baron de Lézignan le 27 mai 1719. L'un des premiers soins du comte prenant possession de la baronnie fut de faire revendiquer par ses agents ses droits seigneuriaux sur les fossés du bourg, droits qu'il cédera par la suite à la communauté par une transaction d'août 1730. Une ordonnance royale du 16 avril 1817, en déclassant les remparts de Lézignan, permettra aux particuliers de construire sur le fossé, de mettre à bas les murailles et de faire disparaître la quasi-totalité des remparts. On construit sur le fossé cave, que l'on peut situer à peu près au niveau de la rue Baudin actuelle, autrefois rue des Entremurs, alors plus large qu'aujourd'hui. La rue Gambetta, souvent appelée par les Lézignanais la rue du Conti, accédant à la place Cabrier, depuis le cours de la République, n'existait pas encore. Elle ne sera construite que vers la fin du XVIIe siècle et portera le nom de rue Neuve. Au départ de cette rue existait, hors les murs, un lavoir, sur le site actuel du café Continental, alimenté par plusieurs sources qui s'écoulaient ensuite par la rue Guinemer. C'est dans la partie la plus ancienne de la rue Gambetta et en poursuivant vers l'actuelle place Cabrier que l'on trouvait les plus anciennes maisons du bourg. On peut citer notamment la maison Lazare de 1639, au numéro 17 de la rue Gambetta. D'autres encore peuvent être soulignés, caractérisés par une petite cour intérieure sur laquelle s'ouvraient les logements et dont l'accès se faisait par un couloir fermé vers l'extérieur par une lourde porte de crainte des pillards. Au moment où se fonde Lézignan, aucun habitant n'a la possibilité financière de réaliser la construction d'un four à cuire le pain. Seul, le seigneur a la possibilité de réaliser cet équipement collectif. 2 fours banaux, ainsi construits dans le bourg, sont mis à la disposition des habitants, moyennant un droit d'usage appelé banalité. Au cours du XVIIe siècle, la mortalité due à la peste est telle que les consuls cèdent l'un des 2 fours banaux au monastère des Clarisses. Il sera détruit par la suite. Le second four banal, situé à l'actuelle place du Romarin, modernisé par les propriétaires successifs, était exploité il y a peu de temps encore par la famille Reynaud, boulanger-pâtissier de la rue du Romarin, bien connu des plus anciens. Beaucoup de rues du bourg n'étaient ni pavées ni asphaltées. Les ordures ménagères s'y amoncelaient en tas à longueur de journée. L'habitat du vieux Lézignan vécut dans un environnement insalubre. Vers 1936, on construit quelques édicules publics dans lesquels les habitants du bourg viennent, chaque matin, déverser leurs seaux hygiéniques, notamment
ancienne place Carnot et sur l'actuelle place Cabrier. On peut constater sur le plan napoléonien de Lézignan que l'emplacement de la place Cabrier est occupé de bâtiments entourés de rues étroites. La rue de l'Union, dans sa partie sud, au débouché de la rue Gambetta, qui deviendra plus tard la rue Mirabeau. La rue du Château, qui l'entourait alors, sur les autres côtés. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politique des municipalités successives a repensé l'urbanisation, tout en améliorant l'environnement des quartiers pauvres du vieux Lézignan. De profondes transformations vont modifier le paysage de notre vieux bourg. Hors les murs, à l'ancienne porte d'Almazel, l'une des 2 premières portes créées lors de l'édification des remparts au XIVe siècle, par la transformation de la place Thiers, ancienne place aux Herbes, et la création de la place Salvador Allende. La création de la place de la République, par l'élargissement d'une partie de l'ancienne avenue du 1er mai, aujourd'hui, cours de la République. À l'ancienne porte de Villeneuve, la démolition de la célèbre bascule et de la Bourse du Travail et la création de la place du 1er mai. Dans l'enceinte du bourg, la disparition de l'entrée du cloître des Clarisses, du clocher de la chapelle Sainte-Anne, du presbytère et de sa tour ronde. L'aménagement de la rue Voltaire. La création de la place du 8 mai, englobant notamment l'aménagement de l'ancienne place Carnot et la réouverture de la porte des Morts, qui donnait autrefois accès direct de l'église au cimetière des Clarisses. La création de la place Molière, nécessitant la démolition de quelques vieilles maisons. L'agrandissement de la place Henri Dunant et la création d'emplacements de parking. De nombreux commerces de proximité donnaient vie au vieux bourg. Volaillers, coiffeurs, épiceries, boulangeries, cordonniers, maréchal Ferrand, notamment autour de ce qui allait devenir la place Cabrier que nous inaugurons aujourd'hui. La création de la place Cabrier intervient dans le courant de l'année 1963. La première tranche de travaux entraîne la démolition des bâtiments existants et l'ouverture d'une communication entre la place Henri Dunant et la place Émile Cabrier, avec l'aménagement d'un parking. De l'ancienne rue Mirabeau, il reste aujourd'hui le côté Ampère, partie est et sud de la place. Des commerces existants autour de la place et dans la rue Gambetta vont demeurer et animer ce quartier tout proche de l'avenue principale de la ville. Vers la fin des années 80, des bâtiments anciens vont faire place, après démolition à la résidence Pérusse, en bordure de la rue Baudin. Vient enfin la mise en œuvre du grand projet de la municipalité actuelle. De nouvelles et importantes transformations sont entreprises pour désenclaver le site et donner naissance à une nouvelle place. Les travaux de démolition des bâtiments anciens demandent l'intervention d'engins lourds de chantier. L'extension de la place va donc se poursuivre, découvrant ainsi les derniers vestiges des remparts du XIVe siècle, séparant le bourg de la rue Baudin, contre lesquels s'adossaient des vieilles maisons du bourg à l'intérieur des murs. Cette extension entraîne en partie la disparition de l'ancienne rue du Château, dont il demeure aujourd'hui le côté Père, au nord de la place, et le réaménagement de la rue Gambetta. Une halle voit ainsi le jour. Au centre du vieux bourg, tissant sa toiture dans le ciel lézignanais, telle de toile d'araignée.
Elle permettra d'accueillir commerçants non sédentaires, artistes et diverses manifestations pour dynamiser le cœur de ville. Cette nouvelle place a vocation à devenir un lieu de vie et d'animation, instaurant une vraie dynamique de centre-ville, par la création notamment d'une maison de service, de logements pour les personnes âgées, de cellules commerciales et de cabinets pour des professions libérales. Il ne s'agit plus d'un simple aménagement de quartier, mais un investissement important en direction des hommes et des femmes. Que de temps parcouru depuis la création de notre bourg en l'an 847 par Gomezinde et Durand. Que d'épopées, de faits historiques heureux ou malheureux. De transformations. Que de gens illustres ont foulé notre sol et ont fait l'histoire de notre bourg. Cette histoire de notre bourg, qui s'étend sur plus de 11 siècles, nous apprend que les vicissitudes de l'époque, avec leur alternance de constructions et destructions, n'ont pas interrompu la vie des groupements humains qui se sont succédés sur notre bourg. Ces hommes et ces femmes qui ont fait et qui font aujourd'hui encore les Ignans ont toujours su s'adapter aux circonstances. C'est une magnifique leçon d'espoir et de persévérance.
Merci.